Bienvenue à tous sur DERTAP. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, personnellement, me fascine, le box-office turc de 2025. On a devant nous un tas de données, d'articles qui racontent une histoire complètement paradoxale. C'est le mot, oui. D'un côté, toutes nos sources le disent, l'industrie du cinéma n'est plus aussi flamboyante qu'avant, la fréquentation des salles elle est en baisse, mais de l'autre, on a une poignée de films qui n'ont pas seulement bien marché, non, ils ont littéralement pulvérisé des records. C'est un vrai cas d'école. Absolument. Et pour décortiquer ce phénomène, on a pas mal de matière. On s'est basé sur une série d'analyses très détaillées d'Onedio qui nous donne le classement des 50 films les plus vus de l'année. Et surtout, on va faire un focus sur Le Grand Champion, un film qui s'appelle Yan Yana. Ah oui. On a aussi des interviews des créateurs, notamment de l'acteur et scénariste Feyyaz Yiğit. Et puis, ce qui va vraiment nourrir notre discussion, c'est une avalanche de commentaires d'utilisateurs et de critiques. Ça nous montre à quel point le film a divisé et passionné le public. C'est ça qui est fou. Le cinéma serait en crise, mais un film fait un carton historique. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui s'est passé en 2025. On va regarder le paysage global, mais surtout, on va mettre Yan Yana sous le microscope pour essayer de percer les secrets de son succès et des controverses qui l'entourent. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, dressons un peu le décor. L'industrie du cinéma en Turquie en 2025, c'est un peu un athlète qui chercherait son second souffle. C'est une bonne image. Mais même dans ce contexte, ce qui est intéressant, c'est la diversité des films qui ont quand même réussi à s'en sortir. On a de l'animation, du drame, de la comédie, une palette assez large finalement. C'est vrai, mais quand on zoome sur le top 5, il y a des tendances très très nettes qui apparaissent. Pour rendre ça un peu plus sympa, on va faire un petit compte à rebours en partant de la 5e place. Je t'écoute. En numéro 5, on trouve Uykuji, qui a réuni 792 521 spectateurs. Pas mal. Son succès, il repose en grande partie sur son casting de stars, le duo Chagatai Ulusoy et Elçin Sangu, qui sont hyper populaires là-bas. D'accord, donc une fanbase déjà acquise. Voilà, le film avait d'ailleurs un énorme buzz sur les réseaux sociaux des mois avant même sa sortie. Classique, ça aide toujours à démarrer. Et en 4e position, Juste devant, on a Sirili Hanem, Hepimiz Biriz avec 836 entrées. Et là, on est sur une autre stratégie, c'est-à-dire la pure nostalgie. C'est l'adaptation d'une très très vieille série télévisée, une sorte de Ma sorcière bien-aimée turque qui a bercé l'enfance de millions de personnes. le pouvoir de la nostalgie. C'est imparable ça. Ça a dû attirer les parents qui regardaient la série à l'époque et leurs enfants. Exactement, le double public. Très malin. On continue. On passe 5 caps. À la 3e place, on franchit la barre du million de spectateurs. Ah oui. C'est Bir Minecraft Filmi, avec 1 06 876 personnes. Une adaptation de jeu vidéo. 1 million pour un film Minecraft, c'est énorme. Est-ce que ce genre de succès est courant en Turquie ou c'est vraiment l'exception qui confirme la puissance de la licence? C'est un peu des deux. Les adaptations de jeux ont un bilan mitigé, comme partout, tu sais. Mais Minecraft, c'est une telle institution auprès des jeunes que le succès était presque garanti. Il a parfaitement capté le public familial. D'accord. Donc on a des stars, de la nostalgie, une franchise de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a en 2e place, écoute? Ça doit être du lourd. Très lourd. La 2e place, c'est Rafadan Tayfa Cappadocia, un film d'animation qui a attiré 1 714 035 spectateurs. Waouh! C'est là encore issu d'une série animée ultra populaire de la chaîne pour enfants TRT Çocuk. Une histoire feel-good sur l'amitié, l'aventure, qui se passe en Cappadoce. C'est fascinant. Sur les 4 films qu'on vient de citer, 3 sont directement liés à des œuvres qui existaient déjà. C'est ça. 2 séries télé et un jeu vidéo. Ça en dit long sur ce que le public recherche en ce moment, du familier, du réconfortant. Et donc, qui est le grand numéro 1, celui qui a écrasé tout le monde? Le grand gagnant, avec un score de 1 883 795 spectateurs, atteint en à peine quelques semaines, c'est Yan Yana. Il a dominé l'année de la tête et des épaules. Et voilà. La boucle est bouclée. Le grand vainqueur est lui-même une adaptation. C'est le cas d'école parfait de cette tendance. Plongeons dedans. Exactement. Yan Yana, ça veut dire côte à côte, et c'est l'adaptation turque du phénomène français de 2011, Intouchable.
Bien sûr. Le grand public connaît l'histoire, l'amitié improbable entre Refik, un homme d'affaires richissime devenu tétraplégique, et Ferrou, son aide-soignant qui vient d'un milieu social radicalement différent. Avec un casting prestigieux en plus. Ah oui. Refik est joué par Haluk Bilginer, une véritable légende du cinéma turc, et Ferrou est interprété par Feyyaz Yiğit, une star de la comédie. Et le succès n'a pas été juste grand, il a été foudroyant. Les chiffres sont juste dingues. Meilleur démarrage de l'année, 500 000 entrées la première semaine. C'est énorme. Film le plus vu de l'année en moins d'un mois. Mais il y a un record qui est encore plus impressionnant. Oui, et c'est là qu'on touche au cœur du phénomène. Entre son premier et son deuxième week-end en salle, le film a vu sa fréquentation augmenter de 52,9%. 52,9%. C'est un record historique. Ça n'avait pas été battu depuis le film Ayla en 2017. Il faut bien expliquer pourquoi ce chiffre est si important. Une augmentation aussi massive en deuxième semaine, ça ne veut dire qu'une chose, un bouche à oreille extraordinairement puissant. Précisément. Ce ne sont plus seulement les fans qui y vont, c'est le grand public qui se dit « il faut absolument que j'aille voir ce film dont tout le monde parle ». C'est le signe qu'un film devient un phénomène de société. Et dans les interviews, les créateurs en ont beaucoup parlé. Feyyaz Yiğit, qui aussi coécrit le scénario, a une réflexion très intéressante. Il dit que le plus dur, ce n'était pas de traduire l'histoire, mais de l'adapter à la culture turque, de changer les attitudes, les références, l'humour. C'est amusant, parce que intuitivement, on se dirait que c'est plus facile d'adapter une œuvre. On a déjà la structure, les personnages, mais lui, il dit le contraire. C'est tout à fait contre-intuitif et il insiste vraiment là-dessus. Il affirme que adapter est bien plus difficile que de créer une histoire originale. Pourquoi ? Son argument, c'est qu'on est prisonnier d'un cadre. On ne peut pas juste décider de changer radicalement un personnage ou de jeter 50 pages. Il faut rester fidèle à l'esprit de l'original, tout en le faisant paraître 100% turc. C'est un exercice d'équilibriste. Et pour réussir cet exercice, il fallait un duo d'acteurs qui fonctionne à la perfection. Toutes les critiques, même les plus négatives, sont d'accord sur un point. L'alchimie entre Haluk Bilginer et Feyyaz Yiğit est le cœur du film. Totalement. Et une anecdote de tournage illustre bien ça. Feyyaz Yiğit était tellement sûr que Haluk Bilginer était le seul acteur possible pour jouer Refik, Oui, qu'il est allé voir le producteur et lui a dit « Changez-moi si vous voulez, mais ce rôle, c'est Haluk Bilginer qui doit le jouer. » waouh. Ça, c'est une sacrée déclaration. C'est un risque énorme, mais aussi une preuve de confiance absolue dans le potentiel de ce duo. Le réalisateur Merbekal raconte que l'ambiance sur le plateau était tellement joyeuse qu'il avait du mal à crier « Coupé !» J'imagine bien. Les deux acteurs improvisaient sans cesse, se lançaient des vannes, partaient dans des fous rires. Il dit l'énergie était si bonne que je ne voulais pas l'interrompre. On a des heures de rush inutilisables juste parce qu'on s'abusait trop. » Et ça, le public l'a ressenti à 100%. C'est un truc qui ne se truque pas. Quand on lit les commentaires, cette joie communicative revient tout le temps. Oui, c'est flagrant. Un utilisateur écrit par exemple « Je n'avais pas ri aussi fort devant un film depuis des années. L'alchimie avec Feyyaz Yiğit était immédiatement palpable. » C'est clair. Un autre confirme « On sentait qu'ils prenaient un plaisir fou à tourner ensemble et cette énergie a traversé l'écran pour arriver jusqu'à nous. » Il y a même un critique sur le forum Ekşi Sözlük qui a eu cette formule parfaite. Il a dit « C'était si naturel comme si ce duo avait toujours été côte à côte. » Exactement. Le titre du film, Yan Yana, prend alors tout son sens. C'est plus qu'une histoire, c'est la rencontre de deux acteurs. Mais un bon casting ne suffit pas. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont changé pour turquifier le film ? Alors, le changement le plus fondamental, ça concerne le personnage de Ferrou. Dans l'original, Driss venait de la banlieue parisienne, avec tout l'imaginaire que ça implique. Oui. Ici, les scénaristes ont fait un choix audacieux. Ferrou est présenté comme un personnage ayant grandi au sein de la communauté rome. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un changement énorme. Ça déplace complètement les enjeux sociaux, les clichés. C'est beaucoup plus spécifique à la société turque. Tout à fait. Autre changement clé, la musique. La BO d'Intouchable est très marquée par la musique classique occidentale. Dans Yan Yana, elle est remplacée par le Turk Sanat Müziği, la musique classique turque. Un marqueur culturel très fort. Voilà. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'humour. L'humour de Feyyaz Yiğit. C'est un comédien immensément populaire pour sa série Gibi, qui a un style très particulier, absurde, situationnel. Complètement. Le film est imprégné de sa patte. Et c'est précisément là que les avis divergent et que le grand débat a commencé. Ah ? D'un côté, on a une armée de fans qui ont adoré. On trouve des commentaires dithyrambiques.
Une adaptation merveilleuse avec des personnages réalistes où ils ont parfaitement su capturer l'humour turc. Un spectateur va même jusqu'à écrire « c'est encore meilleur et plus drôle que l'original ». Et de l'autre côté du ring, j'imagine qu'il y en a un. Bien sûr, de l'autre côté, on a ceux qui crient à la trahison, ou plutôt à la paresse. Un critique sur YouTube a une formule très dure, il dit que c'est une copie, pas une adaptation. Aïe. L'argument, c'est que le film suivrait l'original scène par scène en se contentant de changer les décors, sans jamais oser s'en éloigner. Et au centre de cette polémique, on retrouve ce fameux humour. C'est ce qu'on pourrait appeler le dilemme Feyyaz-Yiğit. C'est ça. La question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'il joue le personnage de Ferrou ou est-ce qu'il se contente de jouer son propre personnage de la série Gibi dans un autre film? C'est exactement ça. Et les spectateurs critiques l'ont bien noté. Un utilisateur a cette phrase très drôle. Le film aurait dû s'appeler Yilmaz de Gibi devient aide-soignant. Ah, c'est parlant. Un analyste de scénario enfonce le clou en décrivant le film comme un épisode spécial de 2 heures de l'univers Gibi. C'est là toute l'ambiguïté. La plus grande force du film, cet humour unique qui a attiré des millions de fans, est aussi ce qui, pour d'autres, l'empêche d'exister comme une œuvre de cinéma à part entière. D'accord, donc on a ce débat central sur la nature même de l'adaptation. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là. Quand on creuse un peu, on voit que d'autres aspects du film ont fait tiquer du monde. En effet, plusieurs points de friction reviennent. D'abord, la durée du film. Plus de 2 heures et 20 minutes. C'est long. Beaucoup ont trouvé ça trop long, la faute à des scènes jugées superflues. L'intrigue secondaire avec la fille de Refik, par exemple, est souvent citée comme une piste qui ne mène nulle part et alourdit le récit. Et il y a aussi le fameux placement de produit. Rien de tel pour te sortir d'un film. Exactement. Plusieurs commentaires parlent d'un placement pour une application de livraison de repas qui serait particulièrement grossier et forcé. Le genre de détail qui brise l'immersion. Mais les critiques vont plus loin, notamment sur la représentation des personnages. Un utilisateur souligne un point sensible. Lequel? Pour lui, la performance de Feyyaz-Yiğit en tant que personnage rom n'est absolument pas convaincante. Il explique que l'acteur ne fait aucun effort pour adopter un accent ou une gestuelle qui correspondrait à ce milieu. En gros, il lui reproche de ne pas jouer un personnage, mais d'être juste lui-même. C'est une critique assez sérieuse sur le travail d'acteur. Et il y a aussi des critiques d'ordre plus social sur le message du film. Oui, et c'est un point fascinant. Un analyste exprime son inquiétude. Il décrit Ferrou comme un personnage brut, irrespectueux de la culture, des arts, des règles, et qui, à la fin, est celui qui gagne. La glorification d'un modèle qui bafoue les conventions. C'est vu comme problématique. D'autres pointent du doigt la banalisation de la cigarette et de la drogue, montrée de façon trop désinvolte. Waouh, quand on met tout ça bout à bout, ça fait beaucoup. On a des avis extrêmement durs. Occasion manquée, pire adaptation possible, ou même échec total à cause d'un humour jugé vulgaire. J'ai même lu un commentaire très violent. J'ai eu tellement honte en le regardant que je ne pourrais jamais montrer ce film à un ami étranger. C'est dur. C'est la preuve que le film n'a laissé personne indifférent. Mais, et c'est crucial, il faut toujours garder en tête le contexte global. Exactement. Malgré cette longue liste de critiques, on en revient toujours au même point. Près de 2 millions de personnes ont payé leur place. C'est ça. Pour chaque critique acerbe sur un forum, il y a des milliers de spectateurs qui sont sortis de la salle en ayant ri aux larmes. C'est ce décalage qui est passionnant. Tout à fait. Comme le résume parfaitement un utilisateur face à ce déferlement de critiques, n'écoutez pas ceux qui n'aiment jamais rien, allez-y, c'est un film génial. Pour résumer, 2025 a été une année de grands écarts pour le cinéma turc. Une industrie qui se cherche, une fréquentation en baisse, mais la preuve éclatante que lorsque des histoires touchent la bonne corde, Celle de la famille, de la nostalgie, de l'humour local. elles peuvent encore créer des races de marée populaires. Et le succès de Yan Yana pose une question fondamentale pour l'avenir de l'industrie. D'un côté, on a la validation d'un modèle économique. C'est-à-dire? Prenez une histoire qui a marché partout, confiez-la à des stars locales immensément populaires, et vous avez une quasi-garantie de succès. Un analyste pose la question un peu cyniquement, pourquoi prendre des risques et créer de l'original quand on peut copier ce qui fonctionne? C'est le dilemme éternel entre la sécurité financière et la prise de risque artistique. Précisément. Et pour conclure, j'aimerais partager une dernière idée, issue d'une analyse critique que j'ai trouvée très fine. Elle suggère que la clé du succès du film ne réside pas dans son originalité, mais dans sa capacité à activer ce qu'elle nomme des schémas émotionnels mémorisés. Des schémas émotionnels mémorisés. C'est une façon très chic de dire que le film appuie sur les bons boutons, qu'il est prévisible mais dans le bon sens du terme. C'est exactement ça.
L'idée est que le film n'offre pas une expérience nouvelle, mais qu'il réutilise des ressorts comiques et dramatiques que notre cerveau connaît déjà et adore. C'est comme une chanson familière. Hmm. On connaît le refrain, on sait quand le solo de guitare va arriver, et c'est précisément ce qui nous procure du plaisir. Le film serait une sorte de greatest hits émotionnel. Ce qui nous amène à la question de fond, celle qu'on laisse à celles et ceux qui nous écoutent. Quand un film réussit à rassembler des millions de personnes, à les faire rire et pleurer ensemble, est-ce que son manque d'originalité ou la prévisibilité de ses mécanismes importe vraiment? Finalement, quel est le but ultime du cinéma? Doit-il sans cesse innover, nous surprendre, nous déranger? Ou son rôle principal est-il, parfois, de simplement nous offrir une expérience collective, réconfortante et joyeuse?